La Petite Lise, un film de Jean Grémillon de 1930, scénario et dialogue de Charles Spack, avec dans les rôles principaux Nadia Sibirskaya, Pierre Alcover, Julien Berthaud, Alexandre Mihailesco et dans un petit rôle Raymond Cordy. Le sujet, Pierre Alcover, un excellent homme, très jaloux, tue sa femme dans une crise et est envoyé au bagne à Cayenne. Il obtient une remise de peine pour bonne conduite et revient à Paris, où il retrouve sa fille. Or, celle-ci non seulement est une prostituée, mais il apprend qu'elle a tué involontairement un usurier. Notre avis. Jean Grémillon commence sa carrière au cinéma par des documentaires de qualité sur le monde du travail, et après le succès d'un long métrage muet, Gardien de phare, il est engagé par Pathé avec le scénariste Charles Spack pour mettre en chantier un film historique. À la suite du rachat de l'honorable maison Pathé par l'escroc Nathan, et en raison de la confusion qui en découle, le projet de film historique est abandonné, et c'est presque fortuitement que Grémillon et Spack obtiennent l'autorisation de tourner un mélodrame, La Petite Lise. Ce film est assurément l'un des plus intéressants de l'année 1930, même si on lui préférera nettement sa forme technique, plutôt que son fond, c'est-à-dire l'histoire. D'ailleurs, il sera reproché à Grémillon d'avoir privilégié l'atmosphère, l'ambiance de l'histoire à l'histoire elle-même. Grémillon semble plus doué pour la description. N'oublions pas qu'il vient du monde du documentaire, où il excelle. Il est donc plus doué pour la description que pour la narration proprement dite d'une histoire. Et dans La Petite Lise, il y a deux scènes presque documentaires très réussies. La première se situe au début du film, au bagne de Cayenne, et la seconde à la fin du film, au bal nègre, comme on disait à l'époque. Dans ces deux séquences où les dialogues sont presque couverts par la musique, il y a une vraie tension dramatique justement par l'ambiance sonore et par le côté très réaliste des images. Grémillon arrive à créer une ambiance par le son, ce qui est tout à fait original, les autres réalisateurs n'utilisant le son que pour des longues lignes de dialogue, c'est du bavardage, souvent inutile, qui ne fait d'ailleurs que décrire ce que l'on voit à l'écran. Par ailleurs, Grémillon a l'intelligence d'utiliser le son pour augmenter la tension dramatique ou le suspense d'une scène, par exemple dans la scène du meurtre de l'usurier. Mais cette créativité va être également la source de malentendus avec le public, car il y a de nombreuses scènes où les acteurs marmonnent leur texte, souvent en tournant le dos à la caméra. Alors dans l'esprit de Grémillon, il y a deux avantages à cette façon de procéder. D'une part, il n'aura pas à s'occuper des effets de synchronisation de la voix et de l'image, puisque on ne voit pas les visages des acteurs parler. Et par ailleurs, dans des scènes dramatiques comme celle du meurtre, eh bien, ça donne une impression un petit peu de voyeurisme au spectateur qui assiste à la scène du crime, comme s'il mettait l'œil dans le trou d'une serrure. Mais cette façon de filmer les dialogues ne plaît pas du tout au public qui pense qu'on se moque de lui. En 1930, on doit voir les acteurs parler face caméra en déclamant leur texte comme au théâtre. Quoi qu'il en soit, les expérimentations techniques de Grémillon sont à saluer et La Petite Lise reste une très belle leçon de cinéma. En revanche, sur le fond, on sera beaucoup plus sévère, l'histoire du film, le scénario de Spack, n'étant qu'un mélodrame prétentieux et agaçant. En effet, La Petite Lise est en avance sur le mauvais goût du public, puisqu'il s'agit ici du premier film de l'école dite du réalisme poétique, dont Charles Spack sera un des plus déplaisants représentants. On retrouve dans La Petite Lise du communisant Grémillon tous les poncifs et les clichés de l'école du réalisme poétique issus du Front Poppu de 1936.
Les héros sont des marginaux. Ici, nous avons un bagnard, une prostituée, un voleur. Et si ces gens sont des criminels, ça n'est pas de leur faute, ce sont des braves gens. En réalité, c'est la faute de la société. Il y a également une lenteur caractéristique dans la narration. Le réalisme poétique, ça n'est pas qu'un mélodrame pour midinette, c'est aussi un film à message, et il y a une certaine lourdeur dans son matraquage. Message, bien sûr, qui a une vocation, une ambition universelle. Et enfin, dans ce film, il y a la fatalité, le destin, qui est exprimé ici par le tic-tac de la montre qu'offre Alcover à sa fille, montre d'ailleurs qui est l'élément important du drame, puisque c'est cette montre qui sera mise en gage chez l'usurier. Ce folklore très front popu n'est pas de mise en 1930, Bernard Nathan déteste le film, il n'organise aucune première et sabote même sa sortie. Le grand public qui ira voir le film malgré tout, eh bien, détestera La Petite Lise, ce mélodrame si peu conventionnel et si peu théâtral. Après l'échec de ce film et des deux suivants, il semble que c'en est fini de la carrière de Grémillon. Heureusement, il sera recueilli par le cinéma de l'Allemagne nouvelle à partir de 1935, et c'est grâce à cette collaboration artistique avant l'heure qu'il pourra relancer sa carrière avec un film produit par les Allemands. Ça sera en 1937, Gueule d'amour.